Chapitre 20. Remords. La journée s'écoule en silence, dans le cocon tiède des vieilles tapisseries. Toutes les 2 heures, le garde suisse préposé au cabinet aux cavales frappe à la porte, puis il entre alimenter la cheminée de quelques bûches. Sur le coup de midi, une servante m'apporte une soupière de bouillon fumant et des tranches de pain frais, de quoi me réchauffer à l'intérieur. Je suis capable de porter la cuillère à mes lèvres sans trembler, et bientôt je ne sens même plus mes courbatures. Mais à mesure que ma fièvre diminue, mon anxiété augmente. Je m'en veux de ne pas avoir été capable de tout confesser à Naoko. Pour la première fois depuis des semaines, ma résolution de détruire le roi vacille. Jusqu'à présent, je m'étais persuadée de n'avoir rien à perdre. Il n'y avait plus personne qui comptait pour moi ici-bas, et je ne comptais plus pour personne. Ce n'est plus le cas. Jamais je n'oublierai les yeux tremblants d'amitié de Naoko. Mais je ne peux pas oublier davantage l'explosion qui a déchiqueté papa, l'épée qui a égorgé maman, celle qui a décapité Valère et la rapière qui a éventré Bastien. Il faut que je les venge, que je détruise celui qui est à l'origine de leur calvaire. Une autre source de culpabilité vient me tourmenter, Tristan. Toute la grande écurie semble maintenant convaincue qu'il s'est lâchement enfui. Moi seule connais la vérité. Je l'ai fait enlever, et peut-être même assassiné par un monstre nécrophage. Je voudrais chasser cette pensée de mon esprit pour me concentrer uniquement sur ma vengeance, mais je n'y parviens pas. Je n'arrive pas à me convaincre que Tristan n'était qu'une vulgaire carte à jouer dont je me suis défaussée, un rejeton de la noblesse appartenant au camp ennemi du mien. Les termes de la prière que j'ai adressée au reclus tournent en boucle dans ma mémoire. Ô toi, reclus de la grande écurie, si tu m'entends, empêche Tristan de la Roncière de parler jusqu'à la fin du mois. Et s'il l'avait empêché de parler, pour toujours? Je ne sais rien de ce monstre, si ce n'est qu'il ne sort que la nuit et qu'il se nourrit de restes humains. Peut-être ne dédaigne-t-il pas les proies vivantes? Il faut que je retrouve Tristan. Pas pour le libérer, non. Je ne peux pas me permettre ce luxe avant d'avoir vengé les miens. Mais je dois savoir s'il est vivant ou mort, sans quoi le doute risque de me rendre folle et de me détourner de ma mission. « Vous êtes moins palichonne ?» déclare Madame Thérèse en débarquant dans le cabinet, juste après que 4 heures de l'après-midi ont sonné derrière les tapisseries épaisses. Elle pose une robe propre sur la petite console au coin de la cheminée, puis elle marche jusqu'à la fenêtre et ouvre brusquement les rideaux, laissant les rayons pénétrer dans la pièce. Après une journée passée dans la pénombre, la lumière vive m'éblouit. « Ce soir, vous allez pouvoir souper avec vos camarades et regagner le dortoir, » décrète la gouvernante. « Dès demain, vous serez sur pied pour reprendre les cours. Et dans 3 jours, vous pourrez concourir à la gorgée du roi. Allons, vous avez 3 heures devant vous pour vous préparer et vous habiller avant la tombée de la nuit. » Et avant le réveil du reclus de la grande écurie, je songe. Il faut absolument que j'accède à son antre avant le crépuscule. Si Tristan est encore en vie, je suis sûre que c'est là que je le trouverai. « Ça va légèrement mieux, en effet, merci, Madame Thérèse, » dis-je en faisant chevrotter ma voix. « Mais je me sens encore faible. Je pense qu'une nuit de plus près du feu ne serait pas de trop. Et je préfère me passer de souper, car je me sens encore un peu barbouillée. » La gouvernante fronce les sourcils. Son inflexible sens de l'ordre voudrait que je reprenne le rythme de l'école dès que possible. Mais la crainte qu'on l'accuse d'avoir négligé la santé d'une pupille du roi la fait balancer. Je simule une quinte de toux, papillonnant des paupières. Je ne voudrais pas risquer une rechute. Mon petit numéro balaye ses hésitations. Soit, mais juste une nuit, concède-t-elle. Cessez donc de bavarder et rendormez-vous. Je reviendrai vous porter une tisane après le souper. Elle referme les rideaux d'un geste sec, coupant court à la conversation. Puis elle tourne les talons et claque la porte derrière elle. Le compte à rebours se met à s'égrener dans ma tête. Les pensionnaires souperont à 7 heures, comme tous les soirs. Et la gouvernante devrait être de retour sur le coup de 8 heures. Je dois agir avant.
Au moment où le garde suisse apportera de nouvelles bûches, ce sera le signal du départ. Une longue attente commence, que je tue à regarder le feu diminuer dans l'âtre. Lorsque la dernière bûche achève de se consumer, je sors des draps sans faire de bruit, ôte mon négligé et le passe sur l'un des grands traversins garnissant le lit. Comme 2 mois plus tôt, lorsque j'habillais le cadavre de la baronette de mes habits. Cette nuit, c'est une poupée de chiffon qui va devoir prendre ma place. Je la coiffe de mon bonnet de nuit pour compléter l'illusion, puis je l'enfouis sous les couvertures. Alors seulement, je revais la robe apportée par la gouvernante, rangeant soigneusement ma montre à gousset et mon briquet dans la poche. Enfin, je me colle contre le mur à côté de la porte. 6 heures ne tardent pas à sonner au clocher de la ville, bientôt suivies de 2 coups discrets contre la porte. Je me garde de répondre. La poignée tourne, le panneau s'ouvre en grinçant légèrement, et le garde suisse pénètre dans la pièce avec un panier chargé de bûches. Il jette un rapide coup d'œil au lit bombé par le traversin, à demi plongé dans la pénombre. S'avisant que la malade dort, il avance à pas légers vers la cheminée pour l'alimenter. Je profite qu'il a le dos tourné pour m'esquiver dans le couloir. Contrairement aux étages inférieurs, le 5e n'accueille ni dortoir, ni chambre, ni salle de cour. Il est désert et dépeuplé. Je le traverse en silence, mes bas de laine glissant sur le parquet froid, jusqu'à l'escalier menant au comble. Là-haut, je trouve une chambrette dont la lucarne n'est pas condamnée. Le souffle polaire de l'automne me gifle le visage lorsque j'ouvre le carreau. Le contact du bâti me gèle les doigts lorsque je m'extirpe de l'ouverture. Mais c'est surtout la vision du mur de la traque qui me glace. Dans la lumière déclinante de la fin d'après-midi, les ombres des hauts reliefs vampiriques sont infiniment étirées, faisant ressortir de terrifiants détails. Lors de ma première escapade sur les toits, je ne connaissais pas encore les horreurs qui se tramaient derrière ce rempart, mais elles sont désormais imprimées au fer rouge dans ma mémoire. Je gravis les tuiles glissantes à 4 pattes, le ventre collé au toit, m'aplatissant au maximum. Les dizaines de souches de cheminée dégagent une fumée épaisse, tirant pour réchauffer la grande écurie. Sauf une, la plus massive de toutes. J'avais vu juste. Le conduit menant aux entrailles de l'école n'a pas été rallumé, ménageant un passage à la chose qui s'y terre. L'échelle que j'ai dévalée dans les bras de la créature 2 mois plus tôt est toujours là. J'empoigne ses barreaux étroits et je plonge dans le ventre noir du bâtiment. Bientôt, il n'y a plus que la texture granuleuse du métal rouillé sous mes doigts et l'écho de ma respiration répercutée par le conduit de cheminée. Parfois, mon bas de laine dérape sur un barreau et je me rattrape de justesse au suivant. Pas le temps de ralentir. Bientôt il fera nuit. Au terme d'une longue descente, je touche enfin terre. Ici, dans les sous-sols, il fait un peu moins froid. Une température constante règne toute l'année. « Qui vient là ?» résonne une voix dans l'obscurité totale. La voix de Tristan. Je me baisse sous le linteau de la cheminée, le cœur battant, déchiré entre l'angoisse et le soulagement. « C'est moi !» je chuchote. « C'est Diane !» Je sors mon briquet et me mets à battre frénétiquement la pierre à silex. L'amadou rougeoie, lueur infime dans l'obscurité. « Diane !» répète Tristan. « Ne bouge pas, laisse-moi allumer la lanterne. » J'avance dans le noir jusqu'à ce que mes doigts rencontrent le bord de la table. J'en explore la surface à tâtons, trouve la lanterne, approche l'amadou incandescent de la mèche. Une flamme s'élève, illuminant la pièce souterraine. Les objets m'apparaissent sur la table, comme lors de ma dernière visite. Le pichet en terre cuite, le gobelet de métal, un nouveau tas d'eau humain craqué pour en extraire la moelle. Quant à Tristan, je m'aperçois qu'il était inutile de lui dire de ne pas bouger. Il est attaché à l'unique chaise. Ses chevilles et ses poignets, liés par des cordes, émergent sous les épaisses couvertures mitées qu'on a jetées sur ses épaules. Nos regards se croisent pour la première fois depuis la chasse à courre. Entre ses longues mèches blondes, les yeux du captif luisent à la lueur de la lanterne. Que sait-il sur moi au juste ? L'autre jour, dans la forêt, je commence, cherchant mes mots. Je ne sais pas ce que tu as cru voir. Arrête, m'interrompt-il. On n'a pas le temps de jouer. Nous savons très bien, toi et moi, ce que j'ai vu. La cicatrice de la saignée sur ton bras. Le signe que tu es une roturière. La marque de ton imposture à la grande écurie. La preuve que tu m'as menti sur ton identité. Cette avalanche d'accusations m'accable.
Mais Tristan ne me laisse pas le temps de souffler. Le monstre qui m'a enlevé va bientôt revenir. Il dort le jour et s'éveille la nuit, à en croire les cloches dont j'entends les tintements étouffés à travers le conduit de cheminée. Je n'ai pas aperçu son visage sous sa capuche. Je n'ai pas entendu le son de sa voix. J'ai juste vu ses os rongés sur la table. Je me demandais si c'était les enfers qu'il avait envoyés. Mais ta présence ici signifie que tu y es pour quelque chose, pas vrai? Les yeux azur de Tristan me foudroient. Alors dis-moi, après m'avoir déchiré le cœur, vas-tu me libérer ou me laisser dévorer? La lanterne se met à trembler au bout de mon bras. Je ne crois pas qu'il te dévorerait, je bredouille. Il ne semble manger que des cadavres, comme une goule. Voilà qui est rassurant. Il attendra que je crève avant de me déguster. Je ne peux pas te libérer, Tristan. Je ne peux pas courir le risque que tu parles, pas avant la gorgée du roi. Il relève le menton d'un air de défi, rejetant ses cheveux en arrière d'un coup de tête, exposant sa balafre. Parce que après tu diras à ton démon de me relâcher? Tu penses qu'une fois au palais, mon indiscrétion ne pourra plus t'atteindre? Tu es bien naïve si tu t'imagines que l'immuable se montrera indulgent envers une roturière ayant usurpé une place d'écuyère. Il plisse les paupières. À moins que tu n'aies pas prévu de faire carrière à la cour. Sa perspicacité me foudroie. Je ne sais pas ce que tu t'imagines, mais tu ne me laisses pas le choix, dis-je en tournant les talons, une boule au ventre. Attends! Je me fige. Donne-moi au moins à boire avant de partir. Je meurs de soif depuis des heures. Je pose la lanterne sur la table, attrape le pichet d'une main tremblante et remplis le gobelet à ras-bord. Puis je marche jusqu'à la chaise et j'approche le récipient des lèvres sèches de Tristan. Cette bouche qui avant-hier encore m'embrassait avec passion. Soudain, les bras que je croyais attachés se libèrent, envoyant voler les bouts de corde cisaillés et le gobelet de fer. De la main gauche, Tristan m'attrape la taille et me tire brusquement à lui. De la droite, il plaque une lame aiguisée contre mon cou. J'atterris sur ses cuisses, serré contre son torse, à sa merci. Ne crie surtout pas pour avertir ta créature. Je pourrais t'égorger par mes gardes, souffle-t-il dans ma nuque. Tu m'entends, Diane? Si tant est que ce soit vraiment ton nom. J'essaye de me contorsionner, mais la prise de Tristan est trop ferme. Et au moindre mouvement brusque, je risque de m'empaler sur la lame. Le monstre à capuche a commis l'erreur de laisser traîner une cuillère sur la table, reprend Tristan. Il m'a fallu des heures pour déplacer la chaise jusqu'à elle, faisant osciller mon poids d'un pied sur l'autre, centimètre par centimètre. Et des heures encore pour aiguiser le métal de la cuillère contre le mur, du bout de ma main entravée. Un long travail, mais qui en valait la peine. Un vrai chasseur ne doit compter que sur lui-même. Pas vrai? Cruelle ironie. Tristan reprend mot pour mot les paroles que je lui ai moi-même lancées pendant la chasse à courre. Et moi, la fausse Diane, je me retrouve dans la même posture que la vraie baronnette face à mon canif. Quand tu es arrivé ici, je venais juste de sectionner les cordes des accoudoirs. Murmure Tristan, d'une voix rauque. Il ne me restait plus que les pieds. Ce ne sera l'affaire que de quelques minutes, une fois que j'en aurai fini avec toi. Ma disparition éveillera des soupçons, je halète. Mon faucon lancera des recherches. Si ces recherches sont aussi efficaces que celles qui ont échoué à me retrouver, ton cadavre se transformera en poussière avant de revoir la lumière du jour. À moins que ta goule domestique ne le dévore avant. Mes restes termineront peut-être en poussière ou dans le ventre d'une goule, je m'écrie. Mais mon esprit, lui, te hantera jusqu'à la fin de tes jours, salaud. La liberté ou la mort! Le fait de clamer à pleine voix la devise de maman, pour la première et la dernière fois, m'emplit d'une joie sauvage. J'avale une bouffée d'air pour proférer une ultime malédiction, avant que le couteau de fortune me fasse taire à jamais. Mais à ce moment, l'étreinte de Tristan se relâche brusquement. « Va !» dit-il. Je bondis en avant sans qu'il ne fasse rien pour me retenir. Un bruit métallique retentit sur le sol de pierre. C'est sa cuillère aiguisée qu'il vient de jeter à mes pieds. Je m'en empare aussitôt et me retourne vers lui, l'esprit en proie à la plus grande confusion. « Pourquoi ?» je halète. « Parce que je ne suis peut-être pas aussi salaud que tu le penses. Parce que tu n'aurais pas cru ce que j'ai à te dire, une lame sous la gorge. Parce que tu m'écouteras sans doute plus attentivement avec cette arme dans ton poing. » À la lueur de la lanterne,
Le visage de Tristan me semble soudain transfiguré par un espoir rayonnant, inexplicable. Je t'ai souvent dit que je n'aimais pas la cour, et tu m'as confié que tu ne l'appréciais pas non plus, reprend-il, les yeux étincelants de ferveur. Mais la vérité, c'est que tu la hais du plus profond de tes entrailles, n'est-ce pas? Que tu ferais tout pour la détruire. Eh bien, moi aussi. Il prend une profonde inspiration pour calmer sa voix haletante. Tu te rappelles la dernière chose que je t'ai dite avant que tu m'embrasses lors de la chasse à courre? Je ne vois pas où tu veux en venir, je balbutie, ébranlée par ces paroles. Le souvenir de notre brève échappée, le moment le plus heureux que j'ai vécu à Versailles, me revient dans toute la précision de mes sens. Le froid vif de l'air, l'odeur musquée des chevaux, le regard enflammé de Tristan, et cette phrase que j'ai étouffée d'un baiser sans y prêter attention alors. Épargner ce cerf pour la liberté ou l'amour, dis-je à mi-voix. L'évidence me foudroie, tandis que les mots roulent sur mes lèvres. La liberté ou l'amour, la liberté ou la mort, c'est la même chose à une syllabe près. J'ai l'impression de me retrouver au souper, le soir de ma rencontre avec Tristan, en pleine joute oratoire. Notre étrange relation est née sous le signe des jeux de mots. Comment ai-je pu passer à côté de celui qu'il m'a adressé au bord de la rivière? Lorsque tu as débarqué à la grande écurie, j'ai tout de suite vu que tu étais différente des autres pensionnaires, dit-il. La manière dont tu as tenu tête à Hélénaïs pendant le souper, puis ta fuite sur les toits. Mon intuition me disait que tu étais de la même trempe que moi, une rebelle à toute autorité, venue à Versailles avec une mission secrète. Mais je ne pouvais pas te poser la question directement, au cas où je me serais trompée. Alors j'ai essayé de me rapprocher de toi, multipliant les occasions d'être à tes côtés pour en apprendre un peu plus sur ton mystérieux passé. En vain. Un sentiment doux amer me serre le cœur. Moi qui pensais manipuler Tristan en profitant de ses sentiments, il a joué le même jeu avec moi. Telle est prise qu'il croyait prendre. L'autre jour dans la forêt, n'y tenant plus, j'ai pris un risque. Poursuit-il, la voix vibrante. Je t'ai tendu une perche en travestissant ma devise. La mienne et celle de tous les frondeurs. Le morceau de métal aiguisé se met à trembler au bout de ma main. La fronde? Cette organisation nébuleuse que je croyais ne jamais connaître de mon vivant. Et voilà qu'elle m'apparaît sous les traits de Tristan de la Roncière. Mon esprit bute, se cabre. J'ai du mal à faire coïncider le visage lumineux du jeune chevalier avec la cabale obscure qui a juré la fin de la vampiria. Mais il y a quelques semaines encore, je n'aurais pas imaginé y associer davantage le visage de maman. « Tu fais partie de la fronde ?» Je parviens à balbutier. Il hoche la tête, ses mèches blondes s'agitant doucement dans la pénombre. Depuis toujours, comme toute ma famille, secrètement dans les Ardennes. Nous n'en pouvons plus du joug de l'immuable, la pression insupportable que la dîme royale fait peser sur le peuple, la vile soumission que l'aristocratie vampirique impose à la petite noblesse mortelle, les crimes et les délations commis par la faculté. La France se meurt de la vie éternelle des immortels de Versailles. Le visage contracté de Tristan m'apparaît comme le miroir de mon âme. Je vois s'y refléter la haine que j'éprouve moi-même pour les suceurs de sang. Je t'ai menti l'autre soir, quand je t'ai dit que ma mère m'avait envoyé à la cour pour y représenter les Larencières. La raison pour laquelle je dois à tout prix intégrer la garde personnelle du tyran est bien différente. Pas pour le servir, non, mais pour lui planter un pieu dans le cœur, je murmure, terminant sa phrase. Un sourire solaire étire ses lèvres bleues de froid. « Je le savais !» s'exclame-t-il, des éclats de rire joyeux dans la voix. « C'est pour ça que tu es là toi aussi. Près de la rivière, quand tu t'es approché de moi, j'ai eu l'intuition que tu appartenais toi aussi à la fronde. La vue de ta ponction m'a troublée sur le coup, je l'avoue, parce que j'ai brutalement pris conscience que j'étais sur le point de livrer un secret crucial à une fille dont j'ignorais tout. » « Découvrir que j'étais une roturière ne t'a pas rassurée ?» dis-je, bouleversée. « Tous les roturiers ne sont pas rebelles au roi, loin de là. Certains, comme Madame Thérèse, sont même ses plus serviles complices. » Je ne sais que répondre à cette évidence. Le souvenir me revient de la manière dont la gouvernante, il y a quelques heures à peine, a traité la pauvre Toinette. « Mais maintenant je ne doute plus de toi, » reprend Tristan, de tout son cœur. « C'est une section auvergnate de la fronde qui t'a envoyé à la grande écurie, n'est-ce pas ?» Abasourdi, je baisse mon arme. J'ignore tout de la fronde et de son organisation, je lui avoue. Mais le reste de ma famille en faisait partie. Ils ont tous été massacrés.
Ces têtes que tu as dû voir sur la grille de la cour, c'étaient les leurs. Mon père, ma mère et mes 2 frères aînés. Personne ne m'a envoyé à la grande écurie. La vengeance est mon seul moteur. Non, c'est la destinée, s'enflamme Tristan. J'en suis sûre. Le destin nous a choisis tous les 2. Toi dans l'aile des filles et moi dans l'aile des garçons, nous avons 2 fois plus de chances de remporter la gorgée. 2 fois plus de chances d'atteindre l'immuable. Ensemble, nous mettrons fin à la tyrannie du roi des ténèbres. En écho aux paroles de Tristan, un tintement lointain et répété résonne depuis la cheminée, tel un cri d'alarme. C'est le tocsin.